retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la Fashion Week de Londres qui s'est clos le 17 septembre et qui est une Fashion Week qu'habituellement j'affectionne tout particulièrement parce que Londres a une histoire dans la mode assez particulière et qui est en plus un terrain vague de la mode où tout est permis, il n'y a pas vraiment de règles. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette Fashion Week. Il y a aussi de nombreux jeunes stylistes qui viennent faire les débuts à Londres et qui sont généralement plein de talent, donc c'est toujours une Fashion Week que j'aime beaucoup et j'attends beaucoup de cette Fashion Week. Or, pour cette saison, que nenni, j'ai été hyper déçue par les shows, j'ai vraiment pas compris cette Fashion Week, donc je me suis dit c'est quand même intéressant d'en parler, de vous livrer mon avis. C'est totalement subjectif même si je vais essayer de le construire un peu, donc c'est parti. Londres pour moi, normalement c'est un peu le cabinet de curiosité de la mode. On se rappelle notamment de Vivienne Westwood qui a ouvert une boutique punk à ses débuts dans les années 70 pour devenir une marque beaucoup plus expérimentale dans les années 80. Alexander McQueen, lui, a commencé ses défilés en n'ayant aucun budget, aucun moyen, avec tous ses amis qui travaillaient pour lui dans la galère. On sait très bien que Londres traverse une période assez difficile et mouvementée qui se concorde assez bien avec le moment charnière de l'industrie actuellement parce que la mode doit face de nombreux problèmes contemporains et il est intéressant de voir comment elle répond à ces questions. J'avais hâte de voir comment allait se positionner la mode londonienne, la mode Brit, et c'était pas du tout ce que j'attendais parce que pourtant la mode britannique a clairement dit qu'elle était contre le Brexit, a clairement voulu faire passer un message sur l'écologie, sur l'identité de genre, etc. Et pourtant tous ces messages c'était assez conventionnel, c'était assez dans la demi-mesure, dans le consensus, ce qui pour moi pour le coup n'était pas réussi et pas convaincant. L'époque dans laquelle on vit et le contexte dans lequel est plongée la ville de Londres en ce moment aurait pu donner à voir une Fashion Week beaucoup plus radicale et beaucoup plus fun, et ça n'a vraiment pas été le cas, d'où cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer pourquoi pour moi ça n'a pas vraiment marché. Ça va se constituer en 3 points. D'abord je vais vous expliquer pourquoi tout le message que la Fashion Week de Londres a voulu porter sur la transition écologique qui doit s'opérer au sein de l'industrie n'était vraiment pas fonctionnel et pas du tout inspirant. Ensuite, je vais aborder le thème de la mode qui se démocratise. Londres a voulu justement ouvrir la mode aux gens normaux comme vous et moi. Là, une fois de plus, ça n'a vraiment pas été convaincant. Et enfin, on va en venir dans une dernière partie, tout simplement à la création artistique qui ne m'a pas plu et qui pour moi était assez brouillonne cette saison-là. Alors, cette Fashion Week de Londres s'est voulu écologique, éco-friendly, tout ce que vous voulez. Donc déjà, on peut débattre sur le fait qu'une Fashion Week en soi, ça ne peut pas être écologique puisque ça induit de déplacer énormément de personnes dans la ville qui vont venir avec des gros avions des 4 coins de la planète. C'est un événement qui en soi ne peut pas être écologique, il faut l'accepter en fait. Donc déjà de vouloir s'inscrire dans cette lignée-là absolument, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, une forme de... Je sais pas, enfin c'est pas très crédible selon moi. On peut quand même noter qu'il y a un intérêt vif pour les griffes londoniennes envers de nouvelles techniques pour être plus respectueuses de l'environnement, ce qui est bien en soi, mais ce qui n'a pas été suffisant selon moi et ce qui surtout c'est plutôt intégré dans une espèce de greenwashing à la noix et qui veut juste un peu profiter du marché qui est en train de s'ouvrir sur toutes les techniques un peu éco-friendly pour faire de la mode, plutôt que d'avoir un vrai discours, je sais pas, à travailler et qui veut dire quelque chose sur la mode face à son environnement en fait. Le collectif Extinction Rebellion a fait plusieurs happenings devant plein de défilés à Londres où en gros il y avait des militants qui étaient couchés dans une flaque de sang et qui appelaient à en terminer avec cet événement de mode. Mais au sein même des griffes, beaucoup de créateurs ont voulu faire passer le message. Pour moi c'était vraiment pas dingue, enfin c'est des trucs dont certaines marques parlent depuis très longtemps. On pense notamment à Stella McCartney qui elle a été la première et seule dans son combat depuis les années 80, je crois, 90 peut-être, à essayer d'apporter des nouveautés en termes de recherche textile, mais aussi d'incorporer un vrai discours sur la manière de consommer. Comme d'habitude, Vivienne Westwood continue son combat écologique. Elle a fait beaucoup de vidéos sur Instagram aussi où elle appelle les gens à revoir leur manière de consommer, acheter moins mais acheter mieux. Donc ça, c'est très positif et c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué cet aspect-là de sa mode. Mais sa collection n'était pas dingue non plus. Enfin moi, ça fait quelques collections que je trouve que Vivienne Westwood s'essouffle un peu. C'est plus si révolutionnaire sa marque alors que de base, c'est quand même elle qui a fait émerger le mouvement punk. C'est elle qui a
institutionnalisé ce mouvement-là au sein de la mode et qui avait un discours hyper tranché sur ce que devait être la mode vis-à-vis des jeunes. Il y a aussi la marque 20 plus Omi qui a créé un textile écologique à partir des sorties du jardin du prince Charles. Donc ça c'est une alternative que moi par contre je trouve très chouette, c'est-à-dire créer des textiles à partir de ce qu'on a proche de nous dans la nature. Mais au-delà de toutes ces espèces de tentatives de rabibocher la mode et la nature, on est loin des défilés de Marine Serre, qui est une jeune créatrice qui défile à Paris chaque saison et dont je vous ai déjà parlé parce que je l'aime beaucoup. Elle, dans ses défilés, elle a une vraie proposition artistique autour de la question environnementale, c'est-à-dire que c'est pas seulement un prétexte pour montrer qu'elle est in, qu'elle est dans le coup. Elle propose vraiment une vision en fait des choses qui est alternative et super optimiste aussi d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose qui est réussi, qui traite de l'écologie et de la mode de manière très juste, je trouve. Et à Londres cette année, j'ai l'impression qu'on faisait que effleurer un problème. Point numéro 2, vers la mode démocratisée. En gros, il y a 3 griffes londoniennes qui ont décidé d'ouvrir leur défilé à la plèbe, hein, disons-le comme ça, et c'était la maison House of Holland, Alexa Chung, et la maison Self Portrait, qui ont donc mis en vente des places pour des personnes hors du monde de la mode à la modeste somme de 135 livres sterling la place. Donc c'est très démocratique, n'est-ce pas? Ça s'ouvre vraiment vers un public diversifié. Faire cette démarche de « Oh regardez, on vous invite à nos événements », ça met encore plus les personnes qui bossent dans la mode comme étant des aliens éloignés de nous et éloignés des problèmes de société, alors que c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt justement c'est de voir la mode comme étant un outil d'interprétation et d'analyse du monde, mais aussi tout simplement une forme d'art. Et maintenant la mode on la voit dans les musées, donc elle s'est déjà démocratisée en un sens, on la voit même sur nos feeds Insta. Surtout à Londres où, comme je vous l'ai dit, il y a plein de designers qui viennent débuter dans cette ville avec peu de moyens, qui essayent de faire des happenings dans les rues, et où surtout la mode est née dans la rue. Le fait rien que pour la mode de vouloir s'ouvrir au monde, ça pousse encore la mode dans le domaine de l'inédit, dans quelque chose qui ne nous touche pas nous, qui ne touche pas le monde vraiment, et qui est en fait une petite bulle. Oh, d'autant plus que cette volonté de démocratiser et d'ouvrir la mode, elle s'est inscrite dans une espèce d'uniformisation des défilés parce que tout le monde a voulu faire quelque chose qui allait plaire à tout le monde, sauf que ça n'a aucun intérêt. Et en plus je trouve ça hyper dédaigneux envers les gens, parce qu'on est tout à fait capable, nous, personnes en dehors de la mode, même les personnes qui sont pas forcément passionnées comme moi, de comprendre qu'un défilé c'est pas seulement des habits qui se portent. On est complètement capable de comprendre des propositions artistiques plus brutales, plus violentes, plus radicales. Or, si on enlève justement cet attrait hyper extravagant qui ne plaît pas toujours de la mode de Londres, cette Fashion Week n'a plus lieu d'être en fait. Ceci me mène donc à la question de la recherche artistique dans les défilés qui ont eu lieu à Londres cette saison. Le noyau qui s'est retrouvé dans pas mal de défilés, c'était surtout la féminité, c'était surtout quelque chose de très romantique, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de froufrous, beaucoup de tulles, beaucoup de jupes à volants, beaucoup de manches bouffantes, donc quelque chose de très aérien, ce qui fait complètement partie de la mode à Londres et en Angleterre plus généralement, mais là c'était mémère. J'ai l'impression qu'à force de blablater sur la manière dont la mode doit se comporter, sur tous les discours annexes à la mode, on a tendance à oublier que la mode, c'est la matière première ce qui importe, c'est-à-dire le tissu et la forme qu'on en fait. Donc cette tendance à la féminité assez mièvre et féerique qu'on a pu retrouver dans beaucoup de défilés dans la Fashion Week de Londres, c'est notamment retrouvé dans le défilé de Molly Goddard qui était une espèce de reprise de Giambattista Valli, c'est-à-dire qu'on avait de la tulle avec des couleurs, pas des belles couleurs, pas de belles étoffes. Il y avait aussi beaucoup de coupes qui m'ont fait penser à du Dior version Raf Simons, et au contraire de Raf Simons qui a vraiment entrepris de recréer une sorte de féminité dans sa mode pour Dior, là ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que Raf Simons, lui c'était un parti pris d'avoir des choses hyper féminines parce que Dior est une maison de fait très féminine qui va jouer sur les cols bateaux, les bras, les jambes, beaucoup de jeux de transparence, des grandes robes, alors que là dans ce défilé, c'était vraiment
moche. Il y a aussi eu un sérieux problème de couleur chez Juichan Zhang qui a utilisé un espèce de turquoise dégueulasse avec du fuchsia, et le pire c'était un espèce de bronze délavé, c'est comme une couleur qui avait mal tourné parce que trop exposée au soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Burberry, qui est un des plus grands noms de la Fashion Week londonienne, Burberry a présenté un défilé qui était conçu par Riccardo Tisci, et en fait quelle déception! Avant que ce soit Riccardo Tisci qui soit à la tête de Burberry, c'était Christopher Bailey. J'adorais son travail chez Burberry. Lui, il avait fait vraiment une proposition beaucoup plus contemporaine de Burberry, qui peut être une maison un peu mémère pour le coup, avec des trenches, des carreaux, enfin des choses pas très fun. Christopher Bailey, lui, avait réussi à dépoussiérer tout ça tout en restant fidèle aux grandes tendances Burberry. Riccardo Tisci, lui, dans ce défilé-là, il a fait quelque chose de super triste. Les couleurs sont fades, il n'y a même pas de couleurs vraiment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est voilé en fait, comme s'il y avait un voile devant chaque tenue et qu'on pouvait pas l'apprécier pleinement, il manquait quelque chose en fait. Tisci s'est inspiré de la mode victorienne pour cette collection, ce qui peut très bien marcher. Et là en l'occurrence, il a voulu moderniser tout ça en faisant un petit aspect bureau avec beaucoup de costumes gris et tout, enfin juste ça marchait pas, moi j'ai pas du tout apprécié et je trouve ça trop dommage parce que Burberry est une maison géniale où Christopher Bailey avait fait un travail incroyable. En fait j'ai eu l'impression de manière globale qu'il n'y avait pas d'approche, pas d'angle en fait dans chaque défilé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un parti pris pour un défilé. Moi un défilé doit forcément avoir soit un message, soit une idée, soit une émotion à véhiculer. Et si ça n'a aucun des trois, les défilés n'ont pas d'intérêt, alors c'est juste une ribambelle d'habits qu'on a l'impression d'avoir vu et revu déjà et qui n'ont pas vraiment de sens et on sait pas ce que ça fout là quoi. Un défilé c'est quand même un spectacle à l'origine qui doit transmettre quelque chose, que ce soit ouais une idée sur la manière dont on doit porter des vêtements ou alors juste une émotion, quelque chose de plus sensoriel. Et là, il y avait ni l'un ni l'autre dans la plupart des défilés, c'était vraiment des choses hyper neutres. Par exemple, J.W. Anderson, il a fait un défilé que j'ai trouvé vraiment pas mal. Il a essayé de faire un mix entre l'artisanat et le préfabriqué, ce qui est très intéressant. Mais dans le genre, je préfère largement la griffe The Row qui fait ses défilés à New York. Par exemple, la griffe Bora Aksu qui a fait un défilé très insignifiant en fait, j'ai pas trouvé ça moche, mais j'ai pas trouvé ça beau, c'est-à-dire que tout le monde pourrait mettre ça, alors on n'est pas toujours obligé de faire des choses incroyables qui vont nous surprendre, qui vont révolutionner la mode, c'est impossible, mais il faut quand même qu'il y ait une idée, comme je le dis et je le répète, qui soit derrière chaque tenue et qu'il y ait une harmonie entre les passages, sinon on comprend pas l'histoire qui veut être racontée en fait. Et je pense qu'un défilé c'est une histoire qui se raconte mais à travers les corps et à travers les vêtements, et là pour le coup pas beaucoup d'inspiration parce que j'ai pas compris beaucoup d'histoires, je n'en ai pas lu beaucoup au travers des corps. Après il y a carrément eu des catastrophes chez Richard Quinn, pareil, c'était pas du tout maîtrisé, il a voulu faire un espèce de truc hyper extravagant, une espèce de discours contre-courant de la mode qu'il aurait quand même dû laisser à Jeremy Scott chez Moschino parce que lui il n'a pas cette maîtrise, cette finesse de la mode qui est nécessaire quand on veut faire un défilé pastiche ou un défilé dans le too much en fait. Et le mélange de tout ça était juste très indigeste, c'était juste un espèce de truc qui ressemblait à des costumes, et même la mode qui veut tendre à faire costume du type Dior avec Galliano dans les années 90-2000, ça peut hyper bien marcher mais il faut qu'il y ait une maîtrise du textile absolument génialissime, parce que si on veut faire quelque chose de drôle ou d'humoristique, ou si on veut se positionner un peu à contre-courant de la mode portable et faire des choses plus expérimentales, il faut avoir une technique hyper pointue. Il y a aussi un défilé je connaissais pas du tout la créatrice qui s'appelle Dilara Findikoglou. Je l'ai regardé et je me suis dit mais tout le monde n'a pas le talent d'un Alexander McQueen en fait, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'elle a voulu complètement déstructurer les corps, elle a voulu faire des vêtements qui ne tenaient plus en compte des lignes du corps, elle a voulu faire un truc hyper chaotique. Sauf que quand on veut présenter un défilé qui va déstructurer ça, comme peuvent l'être les défilés comme des garçons, les défilés Yohji Yamamoto, les défilés McQueen, les défilés Margiela,
il faut avoir une idée dans sa tête, un concept en fait, parce que ça vient de la mode conceptuelle, sauf que dans ce défilé là, en l'occurrence, il n'y a aucune maîtrise du corps derrière, et quand on cherche à déconstruire, il faut d'abord savoir construire quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a voulu tout faire exploser sans savoir comment il fallait d'abord faire émerger une forme. On peut pas faire détruire une forme s'il n'y a pas de forme à la base, ça n'a aucun sens, et elle c'est ce qu'elle a voulu faire. Enfin je veux dire, chez Rei Kawakubo elle fait ça de manière magnifique, elle sait exactement la forme qu'elle veut, et après elle va pouvoir rajouter des trucs, des volumes, du relief, et déstructurer tout ça, mais il y a toujours un patron à la base. Par contre, finissons cette vidéo sur une note un petit peu plus positive. Le seul défilé qui m'a vraiment tapé à l'œil et que j'ai beaucoup aimé, c'est le défilé de Simone Rocha, qui est une jeune créatrice et qui, elle, pour le coup, a toujours cette idée de féminité dans ses défilés, mais elle le fait extrêmement bien, et là une fois de plus c'était très beau. Quand j'ai vu son défilé j'avais l'impression d'avoir déjà vu les tenues quelque part, mais à la fois c'était déstabilisant parce qu'il y avait toujours quelque chose pour casser l'harmonie de la tenue. Elle a fait des grandes robes, des grandes tuniques qui faisaient très dessous du 19e siècle, on s'imaginait dans un roman romantique du 19e un peu, avec beaucoup de touches un peu anachroniques. Ça a créé une espèce d'intemporalité dans la silhouette que j'aime beaucoup. J'aime toujours les défilés Simone Rocha, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, donc heureusement qu'elle était là pour relever le niveau. Mais pour qui je me prends, c'est une catastrophe cette vidéo. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'ai voulu faire un format un peu nouveau où j'essaye d'analyser une fashion week entière, mais bien sûr j'ai été obligée de faire des raccourcis parce que j'ai pas pu analyser en profondeur chaque défilé. Je pense que pour ma prochaine vidéo je vais analyser en profondeur un défilé issu de la Fashion Week londonienne, en parlant de la créatrice de ce défilé en même temps. Si vous avez une idée, mettez en commentaire, on verra si vous avez raison ou pas. Dites-moi si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur mon blog aussi. N'oubliez pas de partager, de liker si vous aimez, de ne pas liker si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, hein. On est là pour discuter. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée aussi à tous et à toutes, on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, bisous.